Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de faire un espèce de coucher de soleil pour rappeler la couverture du livre. Je sais pas si c'est très réussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on reprend le concept de j'analyse des œuvres littéraires et on va s'attaquer à ce roman juste ici qui est Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome. Mon analyse va tourner autour d'une question qui est quels sont les pouvoirs et les limites de l'écriture qui sont dépeints dans ce roman. Pour un petit peu de contextualisation, Fatou Diome c'est une autrice qui est franco-sénégalaise et qui est née en 1968. Le ventre de l'Atlantique, c'est son premier roman et il a été publié en 2001. Le roman raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Sally et qui quitte le Sénégal pour s'installer en France. Mais on parle aussi de sa famille et d'autres personnages qui vivent dans son village d'enfance. Plusieurs d'entre eux vont tenter leur chance en Europe, avec ou sans succès. Ces personnages sont victimes de ce qu'on appelle l'exotisme, cet éloge dans la méconnaissance dont parle Todorov, un critique dans son essai Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine. Essai qui a été publié en 1989. Ces personnages idéalisent la vie en Europe, mais aussi les Européens. Ce roman est l'histoire d'enchantement et de désenchantement. Le roman n'est pas une autobiographie, mais il est librement inspiré de la vie de l'autrice, et c'est pourquoi on y retrouve une grande réflexion sur l'écriture. Dans un entretien fait avec Tania Tervonen en 2003, publié dans Africulture, Fatou Diome se confie sur sa relation à l'écriture. Il n'y a pas une manière d'écrire l'exil des Africains. Chaque Africain a vécu un exil différent. Nous n'avons pas la même éducation, ni les mêmes raisons de partir, ni les mêmes conditions de vie en France. Fatalement, nous ne regardons pas l'exil de la même manière. S'y ajoute l'état d'esprit de l'auteur. Je n'aime pas faire du misérabilisme brut. Je préfère raconter les choses avec un regard plus ironique, plus caustique, plus drôle. Je regarde l'Afrique avec distance. Il y a des choses qui sont bien et que je voudrais garder, mais il y a d'autres que je n'hésiterai pas à mettre à la poubelle et je le dis ouvertement. Je regarde la culture occidentale de la même façon. J'écris entre ces deux cultures qui forment une sorte de miroir à double face et j'essaye de regarder les deux cultures de la même manière, honnêtement, avec franchise et lucidité. Il me semble essentiel d'oser être franche en tant qu'immigré. C'est à nous de raconter ce qu'est la réalité ici. On a ici une citation qui est longue mais très intéressante puisqu'elle met le doigt sur la volonté de l'autrice à être pleinement sincère et à montrer les choses sans les aggraver mais sans les améliorer non plus. Elle rajoute aussi que l'expérience unique et personnelle façonne l'écriture et la vision qu'on a d'elle. Elle parle sur des choses qu'elle connaît, elle a donc un certain affect avec, mais elle essaye de s'en détacher un maximum, comme je vous l'ai dit, pour montrer les choses telles qu'elles sont. Elle parle d'elle comme une personne coupée en deux entre la culture africaine et la culture occidentale. Ces deux cultures, évidemment, l'ont nourrie, l'ont inspirée dans son rapport au monde, à l'écriture, à la littérature. Elle termine par une injonction, comme si écrire sur l'exil était un devoir. D'après elle, ça allait complètement, puisqu'elle termine par « c'est à nous de raconter ce qu'est la réalité ici ». Maintenant que je vous ai donné un petit peu de contexte sur ces œuvres, on va passer à la question qui va nous occuper. Quels sont les pouvoirs et les limites de l'écriture qui sont dépeints dans Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome? J'ai décidé de faire un plan assez binaire. En première partie, nous allons voir les pouvoirs et en deuxième partie, les limites. Et pour cela, je vais m'appuyer à chaque fois sur des citations que je vais expliciter et analyser. J'ai pris les citations dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre où elles apparaissent dans le roman. Comme ça, on va bien pouvoir observer l'évolution du rapport qu'entretiennent le personnage et l'écriture. Première citation est celle-ci, elle est à la page 14. L'écriture est ma marmite de sorcière. La nuit, je mijote des rêves trop durs à cuire. On donne ici à l'écriture une vertu quasi miraculeuse. L'écriture, c'est ce qui permet de donner une existence tangible aux rêves, à l'imaginaire. Notamment parce qu'on utilise la métaphore de la cuisine, qui est quelque chose de très connecté au réel. Et on a à côté une vision, comme je vous l'ai dit, plus miraculeuse, plus spirituelle, avec l'évocation de la marmite de sorcière. Évidemment, ça aussi, on peut le lier à la culture dans laquelle est née l'autrice. On dit aussi que l'écriture, c'est un moyen de se libérer des contraintes, qu'elles soient sociales, spatiales. Les rêves trop durs à cuire, c'est les rêves qui ne peuvent pas se réaliser, qui sont inatteignables, notamment dus à ces contraintes. C'est pourquoi elle continue à les mijoter, à les rêver, à les penser, à les écrire. Même s'ils ne pourront pas forcément se réaliser et tendre vers la finalité, puisque si on reprend la métaphore de la cuisine, eh bien quelque chose qui n'est pas cuit, c'est quelque chose qui n'est pas
finaliser. Deuxième citation, et là on va interroger le lien qu'il y a entre la lecture et l'écriture, puisque Fatou Diom écrit pages 65 et 66. Pour vous donner un petit peu de contexte, elle parle de son instituteur d'école primaire. Bien sûr que je me souviens de lui, bien sûr que je me le rappelle, je lui dois Descartes, je lui dois Montesquieu, je lui dois Victor Hugo, je lui dois Molière, je lui dois Balzac, je lui dois mon premier poème d'amour écrit en cachette, je lui dois l'école, je lui dois l'instruction. Et là on observe bien qu'elle ait passé son enfance au Sénégal, qu'elle a été bercée par la culture, la littérature française, puisqu'elle évoque des noms très connus, Victor Hugo, Montesquieu, Molière, mais aussi Descartes et Balzac. Ce qu'elle explique, c'est qu'avant tout processus d'écriture, il y a forcément la découverte de la littérature par la lecture. Elle explique à quel point l'instruction et l'école, mais aussi la figure du professeur, sont absolument vitales à l'écrivain. Ce sont des bases qui vont l'inspirer et qu'il va exploiter dans ses écrits. On a aussi dans cette citation la présentation du deuxième pouvoir de l'écriture, qui est expliqué à travers la lettre d'amour. L'écriture sert à exprimer des sentiments profonds et intimes et à les communiquer aux autres. L'écriture permet de mettre des mots sur nos sentiments, déjà pour nous aider à mieux les comprendre, mais aussi à les faire passer aux autres. On arrive maintenant, page 224, on est un peu plus loin dans le roman, et on peut y lire une citation que j'adore. « Mon stylo, semblable à une pioche d'archéologue, déterre les morts et découvre des vestiges en traçant sur mon cœur les contours de la terre qui m'a vu naître et partir. La nostalgie est ma plaie ouverte, et je ne peux m'empêcher d'y fourrer ma plume. » L'écriture permet ici d'offrir ou d'accéder à l'immortalité, puisqu'on explique que cela permet de déterrer les morts. L'écriture permet de faire exister un moment, un lieu, une personne, même si l'auteur ne se rend pas forcément compte pendant le processus de l'écriture, puisque, comme l'archéologie, on creuse mais on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Le personnage fait encore référence au Sénégal, cette terre qu'il a vue naître et partir. L'écriture permet aussi de se plonger dans son passé et d'en découvrir tous les secrets. On parle aussi de cette nostalgie qui peut surgir lorsqu'on est en exil. Note chez nous le pays où on est né, mais aussi les personnes qui y sont toujours. Elles nous manquent et on les porte dans nos cœurs. Et parfois, comme elle le dit, ça peut être un petit peu douloureux. L'écriture est donc à la fois thérapeutique, mais aussi cathartique, puisque ça peut permettre de soulager nos blessures de l'âme. Au final, l'écriture, c'est un moyen parfois un petit peu douloureux de plonger au cœur de soi-même. Et on termine par une citation de la page 254, donc on est à la fin du roman, et elle insiste sur ce que je viens de dire. « Chez moi, chez l'autre, être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent, perplexes, quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à mon identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. » L'écriture est aussi un moyen de concilier deux facettes qui peuvent paraître très antagonistes pour le personnage et de former son identité, son moi qui est riche et complexe. Ici on a une métaphore sur la construction, la réparation. Créer ou découvrir son identité est un travail à plein temps et l'écriture semble être notre meilleur outil. Maintenant que nous avons vu les beautés, les vertus de l'écriture, on va passer maintenant aux limites de l'écriture et là on va se projeter vers la fin du roman puisque la première citation apparaît à la page 190. Bah ouais, l'écriture c'est trop cool donc il faut attendre 190 pages avant de la critiquer. Un email ou un message, ça ne sourit pas, ça ne s'inquiète pas, ça ne s'impatiente pas, ça ne vide pas une tasse de café, encore moins un cœur plein de mélancolie. On pose maintenant la question du destinataire. D'ailleurs, est-ce que l'auteur prend vraiment en compte le destinataire de son écrit ? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Bref, l'écriture peut s'avérer un petit peu impersonnelle, surtout d'après le personnage quand elle est faite numériquement. Et ouais, là c'est un tacle à tous les auteurs qui écrivent leurs manuscrits sur leur ordi. Parfois l'écriture peine à reproduire l'intensité des sentiments, et même si tu essayes d'écrire quelqu'un de relou ou alors quelqu'un qui est hyper attentionné, il le sera toujours un peu moins que dans la réalité. Elle pointe du doigt le fait que parfois les mots ne sont pas assez et sont un petit peu trop étroits. Et c'est comme ça que je fais ma superbe transition vers la page 224-225 où elle écrit « Des mots trop étroits pour porter les mots de l'exil. Des mots trop limités pour servir de pont entre l'ici et l'ailleurs. Des mots donc toujours employés à la place des mots absents, définitivement noyés à la source des larmes auxquelles ils donnent leur goût. Finalement,
des mots valises au contenu prohibé, dont le sens, malgré les détours, conduit vers un double soi, moi d'ici et moi de là-bas. Déjà, on relèvera la magnifique homophonie entre le mot M-O-T et le mot M-A-U-X, puisque l'écriture permet de raconter les sentiments et nos malheurs. On voit donc ici l'écriture comme un pont entre deux mondes, et malheureusement ce pont, selon le personnage, il est un peu branlant. Et oui, ça c'est une grande question. Comment mettre des mots sur ce qui ne se dit pas, ou alors sur des images ou des émotions? C'est pas le même média en fait. Donc il y a forcément un travail de traduction ou d'interprétation. On pointe le doigt sur l'ineffabilité des expériences et surtout de l'expérience du voyage. L'ineffabilité, c'est ce qui ne peut pas se dire et donc s'écrire. Elle fait un petit peu de jeu de mots et file la métaphore sur le voyage puisqu'elle nous parle de mots valises. Donc c'est-à-dire des mots dans lesquels on essaye d'insuffler du sens, mais parfois la valise elle est un petit peu trop petite et on ne peut pas transporter tout ce qu'on aimerait mettre dans les mots. Mais, et ça c'est une théorie purement personnelle, peut-être que l'autrice questionne aussi, non pas les langues de manière globale et universelle, mais la langue française. Elle a décidé d'écrire son roman en français, mais il est possible qu'elle n'y trouve pas tout à fait son compte et que certaines expériences ou certaines choses qu'elle veuille raconter ne sont tout simplement pas ou sont mal retransmis par les mots qui existent en langue française. Et peut-être que dans sa langue maternelle, il y a des mots qui n'existent pas en français et qui seraient plus proches de ce qu'elle veut dire. Ou comme elle l'écrit, qu'il faudrait concilier les deux, et de toute façon, même si elle conciliait les deux, peut-être qu'elle arriverait à mettre des mots sur plus de réalité, mais il reste une part encore ineffable. Il y a des choses qu'on ne peut pas coucher sur le papier. Et cette citation, c'est un peu ce qui conclut la réflexion de l'autrice sur l'écriture. L'écriture lui a permis de mettre le doigt exactement sur sa blessure à elle, ou son problème existentiel qui est ces parties qui lui semblent complètement irréconciliables, mais qui coexistent dans son identité, et au final, l'écriture lui permet seulement de comprendre et peut-être la mener vers l'acceptation de cette diversité qui, comme elle le dit, est riche mais peut apporter beaucoup de problèmes et certaines fois des souffrances. Mais ça semble quand même être pour le personnage et en toile de fond pour l'autrice un bon moyen de partager son expérience, ses valeurs, mais aussi son histoire. En conclusion, ce roman a une dimension clairement métatextuelle. Je vais vous donner une petite définition. Selon Laurent Lepaludier, la métatextualité peut donc se concevoir comme un phénomène de lecture au cours duquel des procédés textuels poussent le lecteur vers une perception critique de l'univers fictif selon certains processus cognitifs. Beaucoup de blabla et de mots beaucoup trop compliqués et une structure de phrase qui n'en finit pas pour dire que ce roman, il nous pousse en tant que lecteur à nous questionner sur déjà le rapport entre le personnage fictif et l'auteur. Là, on a vu qu'il y avait clairement un lien d'identification entre les deux, mais aussi il nous permet de questionner le processus de l'écriture, son but, et comme je l'ai montré dans cette vidéo, les pouvoirs et les limites. Alors évidemment, l'autrice dans ce roman n'a pas parlé de toutes les vertus possibles de l'écriture et n'a pas parlé de toutes les limites possibles de l'écriture, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un beau panorama qui permet en tant que lecteur de se questionner sur cette pratique. Bref, que ce soit le personnage ou l'auteur, à la fin du roman, on a quand même l'impression qu'elle découvre la raison derrière son besoin irrépressible d'écrire. Trouver des mots ou alors essayer d'en trouver sur une réalité qui est très complexe. Ici on parle surtout de la construction et de l'existence de l'identité. Et d'ailleurs, vu que j'adore les citations, je vais vous en donner une pour terminer. Selon Jean-Loup Wastrat, ce qui se joue dans l'art, la réponse de l'humain à un monde qui lui apparaît comme insensé ou qui, à tout le moins, échappe totalement à sa compréhension. L'art apparaît comme un des lieux où l'homme affirme, face à ce chaos sursignifiant, la capacité qu'il possède de créer un ordre. Et je trouve que cette citation, elle est absolument parfaite pour décrire l'état d'esprit du personnage, puisque je vous l'ai dit, elle est complètement confuse, elle ne sait pas qui elle est. Elle a du mal aussi à se considérer comme complètement française, puisqu'elle est quand même née et elle a passé son enfance au Sénégal. Et pour elle, c'est quasiment impossible d'être les deux, puisqu'il y a plein de choses dans les langues, dans les cultures, mais aussi dans la façon de vivre qui sont complètement opposées et parfois irréconciliables. Bref, l'écriture lui permet de créer un ordre et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce chaos qui est
à la fois le monde dans lequel on vit, mais aussi le chaos qu'il y a dans sa tête et au sein de son identité qui est complètement fragmentée. J'en ai terminé pour mon analyse du ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Évidemment, j'ai pris le parti de me concentrer uniquement sur le thème de l'écriture, mais c'est un roman qui est extrêmement riche et comme je vous l'ai dit, qui aborde des thématiques sur l'identité, sur l'exil. Je vous conseille donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, de lire Le ventre de l'Atlantique. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé mon travail un tant soit peu pertinent, lâchez un like et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais plein d'analyses autour de la littérature. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!